Quelque part à moins de 2000 de chez vous en ce moment même, une plante que personne n'a arrosée, que personne n'a fertilisée et que personne ne se souvient même d'avoir plantée, laisse tranquillement tomber des livres de fruits sur le sol. Pas de calendrier, pas de vaporisateur. Et à 3000 dans l'autre direction, quelqu'un vient de dépenser 60 $ dans une jardinerie pour un seul pommier qui produira 4 pommes. 2 avec des taches, 2 emportés par un écureuil avant même qu'il ne ressorte. Cet écart n'est pas un accident, et cette vidéo a pour but de le combler. La plupart d'entre nous ont perdu de l'argent et des saisons de culture entières avec des plantes qui nécessitaient une attention constante pour ne presque rien produire. Si cela vous semble familier, cette vidéo a été faite pour vous. 15 fruits qui n'ont pas besoin d'être dorlotés, qui résistent aux parasites sans pulvérisation et qui continuent de vous nourrir, vous et votre famille, non pas pendant une saison, mais pendant des décennies. Veuillez vous abonner et activer les notifications si vous appréciez ce genre de contenu. C'est exactement la raison d'être de cette chaîne. Voici la partie que personne n'inclut dans les tutoriels de jardinage. Pendant la majeure partie de l'histoire humaine, les fruits n'étaient pas quelque chose que l'on dorlotait. C'était quelque chose dont on dépendait. Les Amérindiens avaient sélectionné et cultivé les plantes les plus robustes et les plus autonomes pendant des milliers d'années avant l'arrivée des colons. L'expédition de Lewis et Clark a survécu à certaines étapes du voyage en se nourrissant uniquement d'azimines. Les haies d'orangers rustiques sont devenues des clôtures vivantes dans les fermes à travers le Midwest. Le sirop de sureau se trouvait dans les armoires à pharmacie des fermes bien avant que quiconque ne le vende comme complément alimentaire. Ces plantes n'étaient pas des curiosités, elles constituaient une infrastructure. Ensuite, l'agriculture commerciale s'est développée après la Seconde Guerre mondiale et tout le système de priorité s'est inversé. La question n'était plus de savoir ce qui survit, mais ce qui se transporte. Les variétés hybrides qui nécessitaient un pH de sol spécifique, des calendriers d'engrais réguliers et des programmes de pulvérisation annuels n'étaient pas un défaut de conception. Elles constituaient un modèle économique. Un arbre fruitier qui prospère malgré la négligence pendant 100 ans se vend une seule fois. Un arbre fruitier qui a besoin de 4 produits pour survivre fait vendre ces 4 produits à chaque saison. Les vieilles plantes robustes sont passées de mode, non pas parce qu'elles ont cessé de fonctionner, mais parce que plus personne ne gagnait d'argent avec elles. Elles n'ont pas disparu, elles sont toujours là, poussant dans des terrains vagues et le long d'anciennes clôtures, totalement indifférentes au fait que quelqu'un les remarque ou non. Cette liste est une redécouverte de 15 d'entre elles. Au fur et à mesure, je soulignerai quelques-unes d'entre elles avec des informations bonus allant au-delà des caractéristiques de base, des stratégies d'association, des détails de calendrier et des choses que la plupart des sources omettent. Et après le dernier élément, j'ai une stratégie spécifique de combinaison de 3 plantes qui applique toute cette liste aux 3 endroits difficiles que presque chaque jardin possède déjà, ce qui vaut la peine de rester jusqu'à la fin. Voici 15 fruits oubliés qui poussent pratiquement tout seuls. Numéro 1, le mûrier. La plante qui ne cesse jamais de donner. Voici quelque chose que presque personne ne mentionne lorsqu'on parle des mûriers. Ils ne se contentent pas de produire beaucoup de fruits. Ils produisent sur une période de 6 à 8 semaines. Cela signifie que vous n'êtes jamais enseveli sous un boisseau d'un seul coup, comme c'est le cas avec la plupart des arbres fruitiers. La récolte s'étale et vous permet de suivre le rythme. Ces arbres poussent dans n'importe quel sol. Sable, argile, terre urbaine compactée, peu importe. Ils supportent la sécheresse, ils supportent les conditions humides. Aucune pression sérieuse de parasites, aucune maladie dont il faille s'inquiéter. Ils sont résistants au froid, tolérants à la chaleur et fructifient en seulement 2 à 3 ans après la plantation. Le fruit ressemble à une mûre sauvage allongée et a un goût sucré avec juste assez d'acidité pour rester intéressant. Un mûrier mature vous donne des seaux, pas des bols, des seaux de fruits par saison. Les oiseaux en sont obsédés, ce qui fait de la zone autour d'un mûrier l'un des meilleurs endroits pour la faune dans n'importe quel jardin. Ce détail concernant les oiseaux deviendra important plus tard, alors gardez-le dans un coin de votre tête. Une note pratique, ne plantez pas un mûrier au-dessus d'une allée ou d'un patio. Les fruits tachent. Plantez-le dans un coin où les dégâts deviennent du paillis, puis laissez-le simplement faire. 2 plantes présentées, et c'est déjà une image complètement différente de ce que vend la jardinerie. La suivante résout un problème que la plupart des jardins ont et que presque personne ne pense à régler avec une plante fruitière. Numéro 2, le kiwi rustique. La vigne de 100 livres. Voici un chiffre qui ressemble à une erreur d'impression jusqu'à ce que vous le vérifiez. 100 livres de fruits par vigne. Les kiwis rustiques ne ressemblent en rien à ce brun et duveteux de l'épicerie.
Ceux-ci ont la peau lisse, ont environ la taille d'un gros raisin et vous mangez le tout sans l'éplucher. La saveur est plus douce et plus concentrée que tout ce que vous trouverez sur une étagère. Les vignes sont résistantes au froid jusqu'à moins 25 degrés Fahrenheit. Elles poussent vite, recouvrant une clôture ou une tonnelle en quelques saisons, et une fois qu'elles ont trouvé leur rythme de croisière vers la 3e ou 4e année, elles continuent de produire davantage à mesure qu'elles s'établissent. Elles n'attrapent pas les maladies fongiques qui fléauent les kiwis commerciaux. Les parasites les ignorent en grande partie. Elles fructifieront même à mi-ombre, bien qu'une position plus ensoleillée augmente considérablement le rendement. La plupart des plantes fruitières plafonnent à un certain niveau de production et y restent. Le kiwi rustique, lui, se multiplie. Plus il pousse longtemps, plus il donne. Votre tâche principale est de l'empêcher de dévorer entièrement la clôture. Donnez-lui quelque chose à grimper, reculez et revenez dans 3 ans. Numéro 3, le sureau. La plante de sol humide la plus facile de cette liste. La plupart des plantes fruitières détestent avoir les pieds dans l'eau. Le sureau s'en moque. Si vous avez un point bas dans votre jardin où l'eau stagne après la pluie, où d'autres plantes se noient, où vous avez pratiquement considéré ce coin comme inutile, c'est le territoire de prédilection du sureau. Ces arbustes atteignent 8 à 12 pieds de haut en seulement quelques années. Ils produisent d'énormes grappes à sommet plat de minuscules baies violet foncé. Un buisson bien établi vous donne 10 à 15 livres de fruits par an de manière fiable sans aucune intervention. Les sureaux tolèrent le froid, tolèrent la chaleur, poussent au soleil ou à mi-ombre et attirent les pollinisateurs par vagues pendant leur période de floraison à la fin du printemps. Les baies sont utilisées dans les sirops, les confitures, les vins et se sèchent comme des raisins secs. Elles sont un aliment de base dans les foyers européens depuis bien avant que quiconque ne mette les choses par écrit. C'est l'une de ces plantes qui a continué d'apparaître génération après génération parce qu'elle n'a tout simplement jamais cessé de fonctionner. Voici l'une de ces informations bonus que j'ai dit que je soulignerai au fur et à mesure. Les sureaux produisent beaucoup plus avec un compagnon à proximité. Un seul buisson est productif. 2 buissons plantés près l'un de l'autre, se pollinisant de manière croisée, augmenteront considérablement votre rendement en baie. Ce détail d'association fait partie de la stratégie des 3 plantes à la fin, alors gardez-le en mémoire. Numéro 4, l'assiminé, le fruit tropical qui pousse à l'ombre. La plupart des arbres fruitiers exigent le plein soleil. L'assiminé est l'exception. Et cette exception vaut beaucoup si votre jardin a un coin ombragé qui ne sert à rien. Les assimines sont les plus gros fruits indigènes d'Amérique. L'équipage de Lewis et Clark en a mangé lorsque les autres vivres venaient à manquer. Elles ont le goût d'un mélange de bananes, de mangue et de crème anglaise, mais sans aucune des exigences d'entretien tropical. Ils poussent naturellement dans les sous-bois des forêts de l'Est des États-Unis, du Michigan jusqu'à la Floride, ce qui signifie que la mi-ombre n'est pas un compromis. C'est littéralement là qu'ils ont évolué. Ils n'ont presque aucune pression parasitaire car leurs feuilles contiennent des composés naturels que la plupart des insectes trouvent répulsifs. Les cerfs n'y toucheront pas. Résistants au froid, ils supportent l'humidité sans calendrier de pulvérisation. Le seul véritable inconvénient est la patience. Les assiminiers mettent 5 à 7 ans pour commencer à fructifier. Mais une fois qu'ils le font, ils produisent pendant des décennies. Et le fruit qui provient d'un assiminier mature ne ressemble à rien de ce que l'on trouve dans les épiceries en Amérique du Nord. Un coin ombragé. L'endroit que vous pensiez inutile. Plantez des assiminiers. Revenez dans 5 ans et révisez entièrement votre opinion sur ce coin. Numéro 5. L'Aronia. Le champion des antioxydants. Voici l'erreur qui tue l'intérêt de la plupart des gens pour l'aronia avant même qu'ils ne commencent. Ils mangent une baie crue, leur bouche se crispe à cause de l'astringence, et ils font une croix sur toute la plante. C'est comme mordre dans un grain de café cru et décider que vous n'aimez pas le café. Cuites, séchées, pressées en jus ou mélangées dans un smoothie, les baies d'aronia sont excellentes, et le profil nutritionnel qui les sous-tend n'est pas un argumentaire marketing pour compléments alimentaires. Les niveaux d'antioxydants mesurés sont plus élevés que ceux des myrtilles, plus élevés que ceux de l'açaï, plus élevés que pratiquement n'importe quel fruit qui vous est vanté sur l'étiquette d'un produit de santé en ce moment. C'est la valeur ORAC documentée du fruit. Pas une affirmation, mais une mesure. Les arbustes atteignent 6 à 8 pieds de haut, supportent le froid jusqu'à moins 40 degrés Fahrenheit, tolèrent les sols humides et secs, poussent en plein soleil ou à mi-ombre et produisent de lourdes charges de baies violet foncé chaque automne sans faute. Aucune maladie, aucune pression parasitaire, aucun apport après l'établissement.
Plantez des aronias quelque part où vous avez l'intention de les oublier. Pointez-vous en octobre avec un bol. Petit point d'étape ici. L'astuce d'association du sureau du numéro 3 va réapparaître dans une famille de plantes complètement différentes dans seulement quelques sections. Quand ce sera le cas, la logique derrière toute la stratégie de fin de vidéo se mettra en place. Continuez. Numéro 6. La mélanchier. La myrtille qui veut bien coopérer. Si vous avez déjà passé une saison entière à ajuster le pH du sol, à essayer de faire pousser des myrtilles, à tester, à ajouter du soufre, à attendre, à tester à nouveau, toujours faux, à ajouter encore du soufre, pour finir avec une poignée de baies pour tout cet effort, la mélanchier est la conversation que vous auriez dû avoir au départ. La mélanchier produit des fruits à saveur de myrtille, doux et riches avec un soupçon d'amande, sans le moindre amendement du sol. Il pousse comme un arbre, un grand arbuste ou une haie selon la variété, de 6 à 20 pieds de haut. Il supporte le froid et la chaleur, il pousse au soleil ou à mi-ombre. Il fructifie de manière fiable chaque printemps sans faute. C'est l'une des premières plantes à fleurir dans la saison, ce qui la rend essentielle pour les pollinisateurs précoces. Les oiseaux adorent les fruits, ce qui fonctionne comme un système naturel de dispersion des graines. Ce qui signifie qu'une seule plantation d'amélanchier finit par vous donner plus de plantes gratuitement, sans aucun effort de replantation de votre part. Résistant aux maladies, tolérant à la sécheresse une fois établi. Il ne demande rien après la première saison. Les fruits mûrissent en juin. Le nom est littéral, les résultats ne le sont pas. Numéro 7, le plaque minier de Virginie, la plante centenaire. Gardez celui-ci à l'esprit en particulier. Il revient dans la stratégie post-liste à la fin. Un plaque minier de Virginie mature peut produire des fruits pendant plus de 100 ans, non pas comme un record, mais comme une norme documentée. Vous pourriez en planter un aujourd'hui et vos arrière-petits-enfants en récolteraient encore. Les colons qui ont intégré ces plantes dans les plantations de leur ferme avaient compris quelque chose sur les horizons temporels que la plupart des jardiniers modernes ont complètement perdu. À savoir que la meilleure décision de plantation que vous prenez aujourd'hui est celle qui continue de porter ses fruits longtemps après votre départ. Les plaques miniers de Virginie sont originaires de l'Est des États-Unis, adaptés à une énorme gamme de climats. Chaleur, froid, sécheresse, humidité. Ils poussent dans des sols pauvres. Ils n'ont pas besoin de pulvérisation, les parasites les laissent tranquilles. Le fruit, lorsqu'il est bien mûr, se situe quelque part entre le caramel et l'abricot. Doux, riche et différent de tout ce que l'on trouve dans une épicerie. Le problème du calendrier fait trébucher les gens plus que toute autre chose. Cueillez les kakis trop tôt et ils sont agressivement astringents. Attendez que le fruit soit complètement mou ou tombe naturellement de l'arbre et l'expérience est complètement différente. L'arbre fait tout le travail. La patience est le seul apport requis. Voici la deuxième mention bonus de cette vidéo et elle se connecte directement à ce que j'ai dit sur les sureaux. Au numéro 3, tout comme les sureaux, les plaques miniers de Virginie fructifient beaucoup mieux avec un compagnon. Un arbre mâle ne fructifiera pas seul, mais en avoir un près de votre arbre femelle augmente considérablement le rendement. Même principe, plantes différentes. Prévoyez-en 2 lorsque vous plantez des plaques miniers. Et remarquez que cette stratégie d'association continue d'apparaître car elle compte plus que ce que la plupart des sources laissent entendre. Numéro 8, le cornouiller mâle, l'arbre ornemental qui vous nourrit également. Voici une question que la plupart des gens ne pensent jamais à poser lorsqu'ils achètent des arbres ornementaux. Pourquoi cet arbre ne produit-il pas aussi de la nourriture ? La plupart des arbres ornementaux sont un investissement à usage unique. Vous les payez, vous les plantez, ils sont jolis, et c'est là tout le retour sur investissement de cette décision. Le cornouiller mâle fait tout ce qu'un arbre ornemental fait. Une belle structure, un intérêt saisonnier précoce, une excellente présence dans un paysage, et en plus, il produit des fruits. C'est techniquement un cornouiller, pas du tout un cerisier, produisant de petits fruits rouges oblongs qui sont assez acidulés pour faire des confitures exceptionnelles, des sirops et de la pâte de fruits traditionnelle d'Europe de l'Est. Cultivé à travers l'Europe et l'Asie depuis des milliers d'années, presque totalement inconnu en Amérique du Nord, l'arbre fleurit à la fin de l'hiver, parfois en février ou mars, avec des fleurs jaunes vifs qui apparaissent avant que quoi que ce soit d'autre dans le jardin ne se soit réveillé. Cette floraison précoce est une véritable bouée de sauvetage pour les abeilles qui émergent avant que le reste du paysage n'ait quoi que ce soit à offrir. Les fruits mûrissent au milieu de l'été. Il est résistant au froid jusqu'à -30°F, survit à la sécheresse, pousse dans des sols pauvres et tolère des conditions urbaines qui stresseraient la plupart des plantes ornementales. Associez-le au cerisier de Nankin dans la section suivante,
et vous obtenez une configuration de production précoce sur 2 saisons qui ne nécessite rien de votre part et donne l'impression d'avoir été conçue par un professionnel. Numéro 9. Le cerisier de Nankin, le buisson qui défie la météo. Voici quelque chose que la plupart des gens comprennent complètement de travers à propos des cerisiers. Ils s'imaginent un grand arbre, une échelle pour atteindre les fruits et une fenêtre climatique étroite qui exclut la moitié du pays. Le cerisier de Nankin n'est rien de tout cela. C'est un buisson de 6 à 10 pieds de haut, entièrement récoltable depuis le sol. Résistant au froid jusqu'à moins 40 degrés Fahrenheit, il prospère dans des sols sablonneux pauvres où d'autres plantes fruitières abandonnent complètement. Tolérant à la sécheresse, rarement malade, il produit rapidement de petites cerises acidulées en seulement 2 à 3 ans après la plantation. Au début du printemps, avant que presque quoi que ce soit d'autre dans le jardin ne bouge, le cerisier de Nankin se couvre de fleurs roses. C'est l'une des sources de nectar de début de saison les plus fiables disponibles pour les pollinisateurs, et il convertit ces fleurs en fruits sans presque rien exiger de votre part. Comme je l'ai mentionné à la fin de la section sur le cornouiller mâle, plantez ces deux-là ensemble. Le cornouiller mâle fleurit à la fin de l'hiver. Le cerisier de Nankin suit quelques semaines plus tard, au début du printemps. À eux deux, vous avez un intérêt ornemental continu, un soutien aux pollinisateurs qui se chevauchent et 2 récoltes au tout début de la saison à partir de 2 plantes qui, ensemble, coûtent moins cher à établir qu'un seul hybride nécessitant beaucoup d'entretien provenant d'une jardinerie. Numéro 10. Le figuier rustique. Le survivant qui se nourrit tout seul. 200 figues par an à partir d'un seul arbre mature. Ce n'est pas une saison exceptionnelle, c'est une saison normale. La plupart des gens entendent figue et pensent tropicale. La réalité est que certaines variétés, le figuier de Chicago étant le plus éprouvé pour les climats froids, survivent à des hivers allant jusqu'à moins 10 degrés Fahrenheit. Et même lorsque la partie aérienne meurt lors d'un fort gel, le système racinaire survit et envoie de nouvelles pousses qui fructifient la même saison. Vous ne perdez pas une année. Vous perdez quelques tiges et la plante repart du sol comme si de rien n'était. Les figuiers poussent en pot et en pleine terre, dans un sol pauvre et dans un sol riche. Ils supportent la chaleur, l'humidité et la négligence mieux que presque n'importe quelle autre plante fruitière de cette liste. Le fruit n'a pas besoin d'être transformé. Vous le cueillez, vous le mangez. Les figuiers bien établis sont suffisamment tolérants à la sécheresse pour produire pendant des étés qui tuent d'autres plantes sans une goutte d'eau supplémentaire. Il existe un schéma documenté de figuiers poussant dans les fissures des trottoirs, dans des terrains vagues, dans les coins de vieux bâtiments en pierre, prospérant avec rien d'autre que l'eau de pluie et des décennies d'abandon. Appliquez ce niveau de persistance à votre espace de jardin intentionnel et la production devient essentiellement garantie. Numéro 11. Le prunier maritime. L'améliorateur de sol qui fait aussi de la confiture. Voici quelque chose qui vaut la peine d'être su avant de dépenser un autre dollar en engrais. Il y a des plantes qui fixent leur propre azote directement de l'air et le déposent dans le sol autour d'elles. Le prunier maritime en fait partie. Pendant que vous achetez de l'engrais pour d'autres plantes, notre prunier maritime extrait l'azote de l'atmosphère et construit le sol dans lequel il pousse, améliorant activement ses propres conditions de croissance tout en produisant. 0 apport d'engrais, 0 amendement. Il construit sa propre infrastructure. Ces arbustes côtiers indigènes atteignent environ 6 pieds de haut, produisent des grappes de fleurs blanches au printemps et vous donnent de petites prunes intensément parfumées qui font une confiture exceptionnelle. Ils supportent les sols sablonneux, les embruns salés, la sécheresse et les conditions difficiles auxquelles la plupart des plantes ornementales ne peuvent survivre une seule saison. Ils se propagent en formant des fourrés. Une plante en devient plusieurs avec le temps, augmentant la production sans aucun effort de replantation de votre part. Les producteurs commerciaux ne touchent pas au prunier maritime car les fruits sont trop variables pour une production de masse. Cette variabilité n'a absolument aucune importance pour un jardinier amateur. Ce qui compte, c'est une production annuelle constante, l'amélioration du sol et l'absence d'apport après l'établissement. Le prunier maritime offre les 3 simultanément. Numéro 12. L'olivier d'automne, l'exception productive. Soyons clairs d'emblée sur celui-ci. Dans certaines régions, l'olivier d'automne est classé comme envahissant car il pousse de manière très agressive. Vérifiez vos réglementations locales avant de planter. S'il figure sur une liste d'interdictions dans votre État, passez directement au numéro 13. S'il est légal là où vous êtes, et surtout si vous avez une grande propriété, une parcelle dégradée ou un terrain où rien de productif ne pousse actuellement,
L'olivier d'automne est l'une des plantes à plus haut rendement de toute cette liste. Un seul buisson mature produit 30 à 40 livres de petites baies rouges par saison. Ces baies contiennent du lycopène à des niveaux plus élevés que les tomates. Ce n'est pas une allégation de complément alimentaire, c'est un fait nutritionnel mesuré. Les plantes fixent l'azote de la même manière que le prunier maritime. Elles poussent dans du sable pur ou de l'argile, sans aucun amendement, supportant des conditions de sécheresse qui dévasteraient la plupart des arbustes fruitiers. Les baies sont acidulées fraîches, mais excellentes en confiture, en pâte de fruits ou mélangées à d'autres fruits. La règle avec l'olivier d'automne est la gestion. Utilisez-le délibérément sur un terrain contenu, loin des zones sauvages où il pourrait se propager au-delà des limites de votre propriété. Traitez-le comme un outil productif avec des limites plutôt que comme un couvre-sol, et il fonctionne exceptionnellement bien à l'intérieur de ces limites. Numéro 13. Le prunier des Chicachas, la clôture vivante qui vous nourrit. Imaginez une limite de propriété sans rien dessus. En l'espace de 3 ans, cette même limite devient un fourré dense et productif, offrant de l'intimité, un habitat pour la faune, un contrôle de l'érosion et des livres de prunes douces. Chaque été, tout cela à partir d'une seule plantation d'origine. Le prunier des Chicachas se propage par des drageons. Une plante en devient plusieurs. Ce n'est pas une caractéristique accidentelle. C'est exactement pourquoi les colons du sud des États-Unis utilisaient spécifiquement les pruniers des Chicachas comme clôture vivante. Planté une fois, il s'établissait, se propageait de lui-même et devenait une infrastructure autonome qui produisait également de la nourriture. Certaines de ces plantations de clôture d'origine sont toujours debout et fructifient encore. Les prunes sont petites, d'environ 1 pouce de diamètre, mais intensément parfumées, excellentes fraîches ou en conserve. Les plantes supportent la chaleur, la sécheresse et les sols pauvres sans se plaindre. Elles fleurissent avec des grappes de fleurs blanches au début du printemps et offrent un abri aux oiseaux et aux insectes bénéfiques tout au long de la saison. Une fois établi, le prunier des Chicachas n'a besoin de rien de votre part. C'est l'une des rares plantes de cette liste qui fonctionne simultanément comme production de nourriture, gestion de propriété et habitat pour la faune. 3 retours sur investissement à partir d'une seule décision de plantation. Numéro 14. Le néflier. Le fruit oublié de l'époque romaine. Le néflier était cultivé dans les jardins romains. Il a traversé l'Europe médiévale comme un arbre de verger incontournable. Shakespeare y a fait référence. Et puis, quelque part au XXe siècle, il a tout simplement disparu de la circulation. Non pas parce qu'il a cessé de fonctionner, mais parce que le système commercial n'en avait aucune utilité pour lui, et la mode du jardinage est passée à autre chose. Le fruit a un aspect inhabituel, semblable à un gros cynorrhodon avec un sommet aplati. Et il nécessite un processus appelé blétissement après la récolte, où vous le laissez ramollir à température ambiante avant de le manger. Cela semble fastidieux jusqu'à ce que vous goûtiez le résultat. La nèfle blêtie est douce et profondément complexe. Imaginez un goût situé quelque part entre le beurre de pomme épicé et la cassonade, avec une texture qui ne ressemble à rien d'autre dans le monde des fruits. C'est le genre de saveur qui vous fait comprendre immédiatement pourquoi il a survécu dans les jardins pendant 2000 ans avant que quiconque ne décide d'arrêter de le cultiver. Les néfliers sont résistants au froid, poussent dans un sol moyen, n'ont pratiquement aucun problème de parasites, produisent de belles fleurs blanches au printemps et affichent des couleurs automnales impressionnantes avant que les fruits ne restent accrochés tard dans la saison. Souvent récoltables après la première gelée, ces arbres vivent et produisent pendant plus de 100 ans. La seule raison pour laquelle le néflier a disparu des jardins modernes est la mode. La plante n'a jamais changé. Elle est toujours exactement aussi productive, exactement aussi résiliente et exactement aussi bonne qu'elle l'était lorsque les jardiniers romains l'ont mise en terre pour la première fois. Numéro 15. L'oranger trifolié, l'héritage vivant. C'est le seul agrume véritablement résistant au froid sur la planète. Il survit à des hivers allant jusqu'à -20 degrés Fahrenheit. L'oranger trifolié, également appelé citronnier épineux ou Poncirus trifoliata, produit de petits fruits intensément acides qui sentent extraordinairement bon et font une marmelade exceptionnelle. Mais la raison pour laquelle cette plante a gagné sa place dans l'histoire rurale n'a presque rien à voir avec la marmelade. L'oranger trifolié a des épines qui ne sont pas décoratives. Elles sont massives, structurelles et complètement efficaces. La plante pousse pour former une haie dense et impénétrable. Le genre de barrière qui arrête le bétail, décourage des prédateurs et ne nécessite aucun entretien pour continuer à faire son travail.
Les pionniers du Sud et du Midwest américain l'ont planté spécifiquement comme clôture vivante car, une fois établis, ils s'entretenaient indéfiniment. Ces haies ont été plantées une fois et ont fonctionné pendant des générations. Certaines des plantations d'origine sont encore debout aujourd'hui, produisant toujours des fruits, fonctionnant toujours comme des barrières plus d'1 siècle après la disparition des personnes qui ont pris cette décision. Les plantes ne nécessitent aucun soin. Elles supportent n'importe quel sol, survivent à la sécheresse sans broncher, fleurissent avec des fleurs blanches parfumées au printemps, fructifient en automne, maintiennent des tiges vertes tout au long de l'hiver, comme un intérêt structurel tout au long de l'année dans le paysage. Le fruit est trop acide pour être mangé frais, mais le zeste en cuisine et surtout la marmelade sont véritablement exceptionnels. Plantez un oranger trifolié aujourd'hui et vous n'ajoutez pas seulement une plante fruitière à votre jardin. Vous établissez quelque chose qui sera encore productif lorsque vos petits-enfants décideront de ce qu'ils vont planter dans leur propre jardin. C'est la définition d'une plantation d'héritage. Et c'est la note parfaite pour terminer cette liste, car le but de tout ce qui s'y trouve est exactement cela, des plantes qui survivent à l'effort qu'il faut pour les mettre en terre. Voici ce que j'ai promis au début, et c'est la partie qui rend tout ce qui figure sur cette liste exploitable plutôt que simplement intéressant. Si la stratégie que je vais vous montrer est le genre de choses que vous voulez chaque semaine, vous êtes sur la bonne chaîne. Abonnez-vous avant d'oublier. La plupart des jardins ont 3 points problématiques. Un coin bas et humide où l'eau stagne après la pluie, une zone ombragée qui semble inutile pour faire pousser quoi que ce soit, et une parcelle ensoleillée qui ne produit actuellement rien. La stratégie de combinaison consiste à associer les bonnes plantes de cette liste à ces 3 endroits spécifiques. Coin humide. 2 buissons de sureau, comme je l'ai signalé au numéro 3. Voyez-vous, les sureaux prospèrent là où d'autres plantes se noient, et 2 plantes ensemble se pollinisent de manière croisée et augmentent considérablement le rendement en baie par rapport à un seul buisson. Placez-les au point le plus bas de votre jardin et laissez le problème de drainage devenir un atout de production. Cet endroit cesse d'être un handicap la saison où vous les plantez. Zone ombragée. L'assiminé. Comme expliqué au numéro 4, l'assiminé a évolué dans les sous-bois de forêt. Il ne se contente pas de tolérer l'ombre, il la préfère. Alors que toutes les autres plantes fruitières se disputent votre sol le plus ensoleillé, l'assiminé remplit l'endroit que vous pensiez gaspiller. 5 à 7 ans de patience, puis des décennies de production à partir d'un coin qui ne servait à rien. Parcelle ensoleillée, mûrier plus plaque minier d'Amérique. C'est ici que le détail sur les oiseaux du numéro 1 porte ses fruits, car le mûrier fructifie du début à la mi-été et attire un énorme passage d'oiseaux vers cette zone de votre jardin. Le plaque minier fructifie en automne, une fois que le mûrier a complètement terminé. Les oiseaux qui ont passé l'été autour de votre mûrier se déplacent naturellement vers le plaque minier en octobre. Et cette activité soutenue de la faune aide à la lutte antiparasitaire dans toute la zone du jardin environnant pendant les 2 saisons. Et comme je l'ai noté au numéro 7, plantez un plaque minier mâle et un femelle ensemble pour des rendements nettement meilleurs. C'est le même principe que j'ai signalé pour les sureaux. Les compagnons sont importants. Voilà l'installation complète. Le sureau dans l'endroit humide, l'asiminier à l'ombre, le mûrier et le plaque minier au soleil. 4 à 5 plantes réparties sur les emplacements que la plupart des propriétés possèdent déjà, produisant des fruits de juin à octobre et ne nécessitant presque rien de votre part après la première saison. Une seule décision de plantation, des décennies de rendement. Si vous avez apprécié cette vidéo, abonnez-vous à cette chaîne et faites partie de notre communauté grandissante. Aimez et partagez également afin qu'elle puisse atteindre un public plus large de passionnés de jardinage qui pourraient également trouver utiles les informations partagées dans cette vidéo. Quelle plante de cette liste allez-vous mettre en terre en premier? Et avec quel endroit de votre jardin allez-vous enfin faire quelque chose? Laissez-le dans les commentaires ci-dessous.